faire cette interview de Sylvia. Donc, je vais poser quelques questions à Sylvia pour que vous puissiez mieux connaître son chemin, mieux connaître sa personnalité, mieux connaître ses intentions, ses rêves, ses envies. Enfin voilà, tout le personnage, l'avatar Sylvia. Et puis, on va se laisser porter un petit peu comme ça vient aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là et j'ai hâte ou pas qu'on me pose toutes ces questions. Parfait, alors je prends ma petite feuille, après c'est une base, hein, mais je vais être un peu plus flexible, mais ça me donne une base. Donc je vais garder ma petite feuille avec moi. Donc Sylvia, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, sans parler de ton métier, tu dirais quoi? Alors je dirais que je m'appelle Sylvia, que je suis née dans le canton du Valais. Donc j'ai été toute mon enfance baignée et portée par les montagnes. J'ai tout de suite été baignée dans le milieu du sport, du ski notamment. J'ai toujours été quelqu'un de très sportif. Et puis, au-delà de ça, j'ai toujours été quelqu'un d'assez naturel, d'assez joyeux, normalement. J'ai eu des phases un peu plus, voilà, mais je suis quand même d'une nature assez conviviale, assez joyeuse. Euh, J'aime bien le lien. Alors, j'aime bien le lien, je précise. J'aime pas les bains de foule, les grandes foules, j'aime pas le trop de monde, mais j'aime bien le lien vrai et l'échange en petit comité. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que je peux dire sur moi si je ne parle pas de mon métier? J'ai deux garçons que j'ai élevés seuls, qui ont actuellement 18 et 15 ans. Et voilà. Et du coup, à ce stade de ta vie, toi, si tu devais regarder le personnage Sylvia, elle est devenue qui Sylvia? Alors, ça, c'est une vaste question. Si je regardais Sylvia depuis un point plus élevé, je dirais waouh, quel parcours! Euh, je pense que j'ai un parcours qui n'est pas forcément typique et quand je vois d'où je suis partie, jamais j'aurais pensé arriver là où j'en suis. Et en même temps, Sylvia a un côté toujours insatisfait. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, il existe. Et il y a toujours ce besoin, cette envie d'aller plus haut. Donc voilà, quand je me fixe des objectifs, j'essaye de les atteindre. Et d'une fois que je les ai atteints, c'est comme si une partie de moi se dit oui, c'est bien, mais tu peux faire plus. Et j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc voilà. Donc si je me regarde depuis plus haut, je me dis waouh, quel parcours. Mais j'ai tout de suite la tête qui se lève et qui dit oui, mais tu peux encore aller là-haut. Et tu dirais, c'est quoi qui te définit le plus, surtout en ce moment? Une qualité, une énergie, une manière d'être au monde? Euh, Tu me poses des questions qui me font réfléchir. C'est le but. Qu'est-ce qui me définit? Alors, je vais dire, j'ai du mal à dire comment moi je pourrais me définir, mais ce que j'entends chez les gens qui me côtoient, souvent les gens, que ce soit dans mon travail ou ailleurs, me disent que je suis un petit rayon de soleil, que j'amène de la lumière, que j'amène de l'énergie, que j'amène de la joie de vivre. Alors, moi j'ai encore un petit peu de la peine à me voir comme ça, certainement à cause de mon histoire personnelle, mais c'est vrai que souvent les gens me reflètent ça. Yes. Et pour parler de toi, à toi, c'est quoi qui te met en joie? C'est quoi qui met en joie Sylvia dans ta vie? Alors, ce qui me met en joie, euh,
je vais peut-être encore une fois déformer la question. Ça, c'est un peu ma spécialité. Ce qui, moi, m'émeut, c'est typiquement quand il y a des mouvements où tout d'un coup, il y avait plein de gens séparés et tout d'un coup, ils s'assemblent. Et ça, c'est quelque chose qui me touche et qui me fait venir les larmes et du coup, qui me met en joie parce que ça peut être quelque chose de tout bête. Hein. J'ai vécu dernièrement une expérience comme ça où j'étais au restaurant, chacun était à sa table, chacun discutait avec les gens avec qui il était et tout d'un coup, il y a un monsieur qui est rentré avec son accordéon et qui a commencé à jouer et à chanter. Et il y a un autre monsieur qui était assis à table, qui avait une casquette, qui s'est levé et qui a commencé à venir autour des tables, à prendre, à demander de l'argent, bien sûr, symboliquement, et voilà. Mais ça a créé quelque chose, tout d'un coup, c'était comme si toute la salle était unis. C'était comme si plein de gens ne se connaissaient pas et se parlaient pas pendant tout un moment. Et là, en une fraction de seconde, tout le monde était uni. Et ça, c'est vraiment des choses qui me touchent profondément et qui me mettent en joie. Et je crois aussi qui me montrent que ce monde dans lequel on vit n'est pas si pourri, excusez-moi de l'expression. Mais voilà, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi et ça me donne un élan de me dire, tout n'est pas perdu et il y a encore cette humanité, il y a encore cet élan de se rassembler. Voilà, je ne veux pas parler de la catastrophe de Crans-Montana, mais tout de suite, il y a ça qui me vient en tête aussi, où tout d'un coup, les gens sont capables de se mettre ensemble, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur statut social, peu importe leur âge, peu importe. Voilà, il y a une chose qui fait qu'on se rassemble. Et ça, voilà, c'est quelque chose vraiment qui me met en joie. Bon, et on va parler un peu plus de ton parcours, du coup, de ce qui t'a amené jusque-là. Donc, si tu devais raconter ton histoire comme un film, à ton avis, ce serait quoi les grands chapitres? Alors, comme un film, j'aimerais bien là tout de suite vous donner un titre de film, mais j'ai tendance à oublier tous les films que je vois, donc je peux pas vous donner un titre comme ça, mais en gros, voilà, j'ai vécu dans une famille de 2 parents qui sont pas séparés, avec un frère de 5 ans de moins que moi. Moi, je me suis toujours sentie pas à ma place dans cette famille et mon rêve étant petite, c'était de partir. J'ai aussi toujours eu des envies de voyage, voilà, d'aller découvrir le monde. Ce qui fait qu'à 18 ans, j'ai quitté ma famille et je suis partie à Lausanne pour faire mes études d'infirmière. J'ai vécu pendant longtemps à Lausanne. Ensuite, je suis revenue en Valais, m'installer avec ma famille. J'ai travaillé en tant qu'infirmière, en tant que responsable d'un service infirmier. Et puis, j'ai beaucoup voyagé. Donc ça, c'est le côté un petit peu pratico-pratique. Maintenant, si on parle de mon métier de thérapeute énergéticienne, qu'est-ce qui m'a menée à ce métier-là? J'ai toujours été attirée par l'énergétique, par tous j'allais dire, ces phénomènes qu'on peut dire paranormaux, mais qui pour moi ne le sont pas. Mais souvent, on entend des choses un peu, parfois pas toujours justes. Donc, c'est vraiment un milieu qui m'a toujours attirée. Quand j'ai eu 16-17 ans, je ne me souviens plus vraiment l'âge, mais j'ai ma cousine qui est décédée très jeune d'une maladie. Elle avait préparé son décès, elle avait préparé son enterrement, elle avait préparé les habits, enfin elle avait tout fait elle-même. Et
le jour de son enterrement, j'ai vécu quelque chose d'assez fou. J'ai vu son âme monter, sortir du cercueil, si on veut dire ça comme ça, vraiment s'élever comme dans la lumière, et je l'ai senti venir en moi. Alors, ça peut paraître complètement fou. Si je ne l'avais pas vécu, honnêtement, je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est comme si pendant 3 jours, j'avais vécu avec l'âme de ma cousine à l'intérieur de moi. Littéralement, elle était présente en moi, je l'entendais. C'était quelque chose que j'avais jamais entendu avant. Et ça m'a fait un peu paniquer quand même. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle m'avait dit, je l'avais entendu à l'intérieur de moi, tu auras tes réponses à la fin de la lecture de ce livre. Honnêtement, je ne sais plus vous dire quel livre c'était, mais c'était un livre spirituel, je ne sais plus lequel. Et à la fin du livre, j'ai entendu un prénom. Et c'était un prénom hyper courant. J'en connaissais une dizaine, mais pour moi, c'était certain, c'était sa sœur. J'avais pas beaucoup de lien avec sa sœur et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et finalement, mon intuition, ma petite voix intérieure m'a dit, appelle-la, tu vas lui raconter ce qui t'est arrivé. Au pire, tu passes pour une folle. Au mieux, elle te croit. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains. Plusieurs fois, j'ai pris le téléphone, je l'ai reposé en me disant, non, t'es folle. Finalement, j'ai réussi à appeler. Et je lui dis, coucou, c'est Sylvia, il faut que je te parle d'un truc et tout ça. Et je lui raconte l'histoire. Et à la fin de l'histoire, elle me dit, c'est fou, parce qu'on avait discuté de tout ça avant sa mort. Et elle m'avait dit, je t'enverrai un signe. Tu sauras que depuis là où je suis, je veille sur toi. Et voilà. Et le signe, il est là. Et du coup, j'en ai encore les frissons. Du coup, je me suis dit, c'est pas une coïncidence, c'est vrai. Et depuis ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert en moi. J'attirais à moi, sans le vouloir, beaucoup de défunts qui venaient me parler. Je ne savais pas trop quoi en faire. J'étais jeune, j'avais 17-18 ans. À un moment donné, ça a été trop. J'ai tout refermé. Mais je ne sais pas si c'est l'envie qui était trop là ou si ça fait partie de ma mission ou quoi que ce soit. Ça poussait à la porte. Et à un moment donné, j'ai rouvert. J'ai fait une formation de thérapeute énergéticienne. J'ai appris à me connecter différemment au plan subtil. Et puis, voilà, aujourd'hui, ça fait pleinement partie de ma vie. Alors, quand je dis pleinement partie de ma vie, c'est plus vraiment les défunts, quoique parfois ils viennent. Mais voilà, c'est vraiment aider les gens à se connecter au plan subtil et puis à leur montrer qu'ils ont des aides, même si elles sont invisibles, elles sont là et qu'on n'est finalement jamais seul. Voilà, je me suis un peu... Non, t'as raconté le film. J'ai raconté le film. Et du coup, dans ce film, c'est quoi les grandes épreuves? C'est quoi qui t'a fait le plus évoluer en fait? Alors, je dirais qu'il y a eu 2 grandes épreuves. Il y a eu ce décès-là qui m'a ouvert une porte. Et juste après, je suis partie à Lausanne. Et quand je suis partie à Lausanne, que je me suis retrouvée seule, il y a eu un espèce de grand chaos. Ça a été vraiment une période très très compliquée pour moi, où j'ai été suivie au niveau psychiatrique, où j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, avec notamment une tentative de suicide. J'arrivais pas à mettre de mots sur ce que je ressentais. Il y avait comme quelque chose, il y avait la nostalgie de la maison.
C'était vraiment ça qui ressortait. Et quand les psychiatres me disaient, mais c'est quoi la nostalgie de la maison, j'étais incapable de leur dire ce que c'était. C'était pas la maison avec papa, maman, mon frère, c'était la maison de là-haut, la maison des étoiles. Mais à ce moment-là, je pouvais pas, voilà. Et ça provoquait un grand trou noir à l'intérieur de moi, comme un espèce de vide. Donc il y a eu tout un passage là qui a été difficile. Finalement, j'ai terminé mes études, j'ai eu mes enfants. Donc là, il y a eu, je pense que mes enfants ont comblé quelque chose à un moment donné. Et puis, arrivé vers la quarantaine, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais ce vide a commencé à revenir. Et forcément, bah, voilà, j'avais un certain vécu, j'avais plus de maturité. Et du coup, je me suis tournée vers l'énergétique et j'ai commencé à essayer de comprendre qu'est-ce que ce vide signifiait. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une formation de thérapeute énergétique. Et pendant cette formation, ça a été la deuxième grosse difficulté de ma vie, c'est que j'ai des mémoires d'abus qui sont remontées. Et il a fallu faire face à tout ça. Et donc, j'ai mené un peu en parallèle la guérison de mes traumas, de ces abus. Je ne peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est complètement guéri. Je ne sais pas d'ailleurs si un jour ça le sera. Et je ne cherche pas non plus forcément à guérir totalement mes traumas. Ils font partie de moi, ils font partie de qui je suis finalement. Et puis, à côté de cette guérison, donc de ce chemin de guérison, on va dire, j'ai continué dans la thérapie énergétique à me former. Et puis, j'ai finalement ouvert mon cabinet, mon entreprise de thérapeute énergéticienne. Et maintenant, j'accompagne des enfants, des ados, des parents, des adultes. Bon, je ne suis pas vraiment toutes les questions parce que tu as répondu à certaines de mes questions déjà, donc c'est parfait. La spiritualité, comment la spiritualité est entrée dans ta vie, elle est entrée toute seule, j'ai envie de dire. Oui, je ne suis pas allée la chercher en tout cas, elle est venue à moi, on va dire. À toi. Ouais. Tu viens de parler du coup du fait que tu es thérapeute, qui t'accompagne les gens. Pourquoi tu as choisi ce rôle de thérapeute? Est-ce que tu l'as choisi? Est-ce qu'il est venu à toi? Et si tu l'as choisi, on choisit quand même dans une certaine mesure. Pourquoi? Alors je pense qu'on choisit toujours, même les pires choix, on les choisit toujours de manière plus ou moins consciente. Alors ça c'est ma vision, hein. Encore une fois, elle n'appartient qu'à moi. Je pense que je me suis dirigée déjà dans un métier d'infirmière. Donc c'est un métier d'accompagnement, c'est un métier où on vient aider en tout cas à pallier la souffrance des gens. Pour moi, le côté thérapeute énergéticienne, c'est pareil. Le fond est exactement le même, sauf que la manière d'aider est différente, mais il n'y a pas grande différence dans le fait d'aider la personne en fait. Et je crois que depuis toute petite en fait j'ai été mise dans le moule, ou je me suis mise dans le moule de la fille et ensuite la femme qui porte. Donc j'ai des épaules solides et ça a toujours été un peu mon rôle. Je ne l'ai jamais réellement conscientisé jusqu'à ces dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur qui j'étais, qu'est-ce que et oui, je fais plutôt partie de cette catégorie de gens qui portent et qui parfois eux-mêmes portent trop. Et je pense que c'est venu de là, cette envie. Et au-delà de cette envie, je pense que c'était un besoin d'aider les autres. Peut-être que ce besoin d'aider les autres, c'était parce que à un moment donné de ma vie, je n'arrivais pas à m'aider moi-même, et que le fait d'aider l'autre, ça palliait quelque chose à l'intérieur de moi.
forcément qu'il doit y avoir quelque chose un peu comme ça. D'ailleurs, maintenant j'ai aussi pris plus de recul. Ça ne veut pas dire que je ne m'investis plus dans l'autre, mais j'ai plus un rôle maintenant où je soutiens et où j'accompagne. Avant, je pense que j'avais plus tendance à dire donne-moi ton problème, je le résous et ensuite tu iras mieux. Alors c'est un peu un but, mais voilà, c'était quand même un peu comme ça. Maintenant, j'ai quand même pris beaucoup de recul et le fait d'avoir travaillé sur moi m'a aussi permis d'avoir cette vision plus globale. Ok, et du coup, c'est quoi qui te touche le plus chez les personnes que tu accompagnes? Alors le mot qui me vient là, c'est leur humanité. Je pense que c'est jamais facile de se faire accompagner, que ce soit par un psychiatre, par un psychologue, par une thérapeute, par un coach sportif aussi. Je crois que quand on décide de faire le pas vers un accompagnement, encore une fois, que ce soit une diététicienne, que ce soit vraiment n'importe quel genre d'accompagnement, il faut une sorte d'humilité déjà. Il faut déjà pouvoir se dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée. Et ça, pour moi, c'est déjà une grande démarche. Et en général, ces gens qui viennent, y a tout de suite un lien qui se crée parce que très rapidement, les masques vont tomber et on va avoir accès à la personne dans sa vulnérabilité. C'est comme dans un lit d'hôpital. Voilà. Moi, à l'hôpital, je déteste le médecin qui est debout derrière le lit et le patient qui est couché parce qu'il y a un rapport de voilà, et ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Quand je vais parler à mon patient, je m'assois toujours sur son lit pour qu'on soit au même niveau. Et je crois que dans le domaine de l'énergétique, c'est pareil. Le client, le patient qui vient à nous, il va au fur et à mesure se dénuder, donc au sens symbolique bien entendu, mais en tout cas il va s'ouvrir, il va montrer sa vulnérabilité et nous aussi quelque part, parce que la relation fait que et je crois que c'est vraiment ça qui me plaît, c'est de se dire que c'est comme une espèce de bulle protégée où finalement on peut être vrai l'un envers l'autre. Et pour moi, je crois que c'est vraiment juste ça, sans aller forcément donner 1000 conseils, 1000 clés. Juste le fait de pouvoir avoir un espace où dans la relation on peut être vrai, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et à ton avis, c'est quoi ta plus grande force en tant que thérapeute? Alors, quand tu as dit ma plus grande force, j'ai tout de suite pensé ma résilience. Et après, tu as rajouté en tant que thérapeute. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est la résilience. Parce que forcément qu'en tant que thérapeute, on n'entend pas toujours des histoires faciles. Et on pourrait très vite se mettre en colère contre la vie, contre Dieu, contre l'univers, contre qui, voilà, en disant mais pourquoi cette personne elle a dû vivre ça, pourquoi j'ai dû vivre ça. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est cette résilience et de se dire que finalement si on vit les choses d'une certaine manière, c'est qu'on devait les vivre et c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et parfois, certaines personnes arrivent à aller voir ce qu'il y a derrière. D'autres personnes n'y arrivent pas ou mettent plus de temps. D'autres personnes ne veulent pas et c'est ok. Et je crois que c'est vraiment le chemin de chacun, mais je dirais vraiment résilience. Et une question que tu vas adorer. Ah, qu'est-ce qui te différencie des autres thérapeutes?
Alors moi, je suis très... Je te connais bien. Oui, parce que je suis pas douée pour me lancer des fleurs. Je suis pas quelqu'un qui dit moi je suis mieux que elle ou lui ou non. Concrètement, je suis pas mieux. Je suis pas mieux que personne. Je suis une humaine qui essaye de faire de son mieux, mais je suis mieux que personne. Donc j'ai envie de dire, si tu aimes mon énergie, si tu aimes quand tu me vois parler, si tu aimes qui je suis et que tu as envie de venir vers moi, c'est que probablement ça va matcher. Mais je ne vais pas venir te dire que moi, je suis meilleure que ma collègue qui est à l'autre bout de la rue. Voilà. Mais c'était pas meilleur la question, c'était qu'est-ce qui te différencie. Donc qu'est-ce qui fait de toi peut-être ton unicité ou ta particularité? Je sais pas. Qu'est-ce qui me différencie peut-être que je pense que ce qui nous différencie tous, c'est notre vécu. Je pense. Alors, oui, j'ai pas un vécu typique. J'ai vécu pas mal de choses, j'ai vécu pas mal de difficultés dans ma vie. Et je crois que ces difficultés-là que j'ai vécues, que j'ai dû surmonter, m'ont amené quelque chose, en tout cas, ça a créé de l'expérience. On va dire que j'ai vécu beaucoup d'expériences qui n'ont pas toujours été faciles et que de par ce vécu, ma pratique devient pratique. C'est pas juste de la théorie sortie d'un livre. Voilà. Qu'est-ce que tu refuses absolument dans ta posture d'accompagnante? De porter l'autre. Alors vous allez me dire, mais tu viens de le dire que tu l'as fait pendant longtemps. Et oui, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, je crois vraiment que aider l'autre, c'est l'aider à trouver les clés en lui. Et que pour chaque situation, chaque être a sa propre clé. Et que si moi, je veux donner ma clé, peut-être que ça ne parlera pas du tout à la personne et peut-être que ça ne va pas du tout l'aider. Donc, mon job à moi, je crois que c'est ça. C'est aider chacun à trouver sa propre clé. Et du coup, ce que je me refuse à faire, c'est de donner des clés toutes prêtes et dire tiens, tu fais ça, moi j'y vais avec toi et ça va aller mieux. Ça, non. Du coup, pour ta vision globale du monde, on va devenir un peu plus philosophique. Si tu avais un seul message à transmettre aux êtres humains aujourd'hui, ça serait lequel? Écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants? Oui. Ok, pourquoi? Écoutez vos enfants. Parce que j'accompagne passablement d'enfants et voilà, on vit dans un monde, je ne crois pas que c'est les enfants qui sont pas adaptés au monde, je crois que c'est le monde actuel qui n'est pas adapté à ces nouveaux enfants. Et ces nouveaux enfants, ils ont vraiment énormément de choses à nous apprendre. Et malheureusement, ils vivent dans un système où plus ils essayent de s'ouvrir et d'être eux-mêmes, plus on va les enfermer dans des cases, j'allais dire dans des cages, mais oui, c'est un peu ça. On va les bourrer de médicaments pour qu'ils restent tranquilles, on va les... Enfin, voilà. Je crois vraiment que si on prenait la peine d'écouter ces enfants, de les regarder vivre, le monde se porterait mieux. Mais voilà. Et dernière question, t'aimerais aider les gens à se rappeler quoi? Qui ils sont. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Alors c'est difficile, hein, je pense que moi-même, je suis encore en chemin de qui je suis vraiment. J'ai fait beaucoup de chemin, je pense qu'on n'est jamais arrivé. Mais voilà, j'aimerais aider les gens à prendre conscience de qui ils sont, j'aimerais aider à
à montrer aux gens qu'ils ont un pouvoir, un pouvoir qui est bien plus grand que ce qu'on peut leur faire croire, et que leurs capacités psychiques, oui, elles ont été quelque part annihilées par la société, par tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont là, et il faut travailler pour les faire remonter à la surface, mais que c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pour ça, avant je parlais des enfants, les enfants le font naturellement, et on a tendance à les couper de ça. Et moi, un de mes buts, un de mes rêves, c'est de dire, mais arrêtons de couper ces enfants de leur connexion. Parce que leur connexion, c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir une vie beaucoup plus fluide, une vie beaucoup plus heureuse, certes peut-être en dehors des codes actuels de la société. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes actuellement qui partent, qui arrêtent leurs études, qui partent une année voyager, qui partent à la rencontre de populations. On voit des familles avec des jeunes enfants qui les déscolarisent ou qui ne les scolarisent pas et qui partent. Et pour moi, ça, c'est vraiment un nouveau message. Mais ces gens-là, ils ont encore tendance à être vus comme des gens marginaux par la société, et je trouve que c'est dommage, parce que je pense que vraiment, ils nous montrent un chemin. Est-ce que tu as encore un dernier message à transmettre avant qu'on termine? Quelque chose qui te vient? Juste merci. Merci pour cette interview. Et voilà, ça m'a fait plaisir de parler de tout ça. Et je me réjouis de vous retrouver ici ou ailleurs. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de nous partager un peu de ton histoire. Merci à toi.